Bonjour, je suis Robert Posé, professeur à l'École de service social de l'Université Laval. La présente capsule vidéo porte sur la question de l'abus sexuel intrafamilial perpétré par un adulte envers un enfant. Avant d'introduire cette carte conceptuelle de l'abus sexuel intrafamilial, je vais peut-être rappeler certaines consignes ou certaines informations concernant la question de la construction de la carte conceptuelle et de son utilité en clinique. Alors d'abord, vous rappelez qu'une carte conceptuelle, c'est une représentation imagée d'une littérature scientifique abondante concernant une problématique donnée. Donc, quand on fait une carte conceptuelle, on fait vraiment le tour de l'ensemble de la littérature sur la problématique qui est ciblée. De façon générale, une carte conceptuelle, ce que ça permet de faire, c'est de représenter en images l'ensemble des facteurs de risque et des facteurs de protection associés à une problématique particulière et à mettre en évidence les interrelations entre les différents facteurs de risque et protection identifiés dans la littérature. L'autre élément important, c'est que la carte conceptuelle, ça a comme principal objectif de guider l'intervenant dans son processus d'évaluation d'une situation clinique. En fait, l'utilisation de la carte conceptuelle permet de s'assurer que l'intervenant qui évalue la situation clinique ne néglige pas certaines dimensions, certains aspects de la problématique qui pourraient avoir un impact important sur l'apparition ou le maintien du problème qu'on tente d'expliquer. Donc, la carte conceptuelle assure que l'intervenant a fait vraiment le tour de la situation avant de porter un jugement définitif et d'élaborer une hypothèse clinique sur la situation. Elle soutient aussi l'intervenant, parce qu'à la fin du processus d'évaluation, l'intervenant en protection de la jeunesse doit prendre une décision sur est-ce qu'il y a compromission ou non du développement de la sécurité de l'enfant. Donc, cette carte conceptuelle-là va servir à l'intervenant à prendre cette décision-là, à s'assurer qu'il a fait le tour de la situation et que sur la base de l'ensemble d'informations, il va prendre une décision la plus éclairée possible sur cette situation-là. Bien sûr, une fois que la carte conceptuelle a été complétée, vous allez voir à la fin de la carte, il y a une dernière image qui représente l'ensemble des interventions qui sont proposées, qui devraient être proposées ou qui pourraient être proposées à la famille et à l'enfant. Donc, les interventions qui sont proposées à la fin, ce sont les interventions qui sont considérées dans la littérature comme des interventions probantes dans le domaine de l'abus sexuel. Alors, essentiellement, la carte va permettre à l'intervenant d'identifier quelles seraient les cibles d'intervention et les stratégies d'intervention à prioriser pour soutenir l'enfant et aider l'enfant à se sortir de cette problématique-là. Et la dernière chose dans l'utilité d'une carte conceptuelle, c'est que ça permet aussi à l'intervenant de communiquer sa compréhension du problème. Éventuellement, un intervenant qui devrait passer devant un juge pour expliquer sa décision pourrait très bien utiliser la carte conceptuelle pour expliquer au juge sa compréhension, l'état de son évaluation, puis pourquoi il a pris la décision ou non de retenir ce signalement-là. Donc, la carte conceptuelle vient aider l'intervenant à expliquer sa position par rapport à d'autres collègues de travail ou éventuellement un juge. Alors voilà donc les principales utilités d'une carte conceptuelle. Alors, simplement vous rappeler que la construction d'une carte conceptuelle commence d'abord par une recension des écrits systématiques sur la problématique ciblée. Donc, on fait le tour de la littérature pour trouver l'ensemble des écrits qui permettent d'identifier ou qui ont porté sur l'identification des facteurs de risque, facteurs de protection associés à une problématique. Donc, ça nous fait parfois un lot de documentation extrêmement important. Et une fois que cette recension-là des écrits est terminée, on va tenter de classer l'ensemble des facteurs de risque, facteurs de protection qu'on a identifiés en se basant sur le modèle écologique de Bronfenbrenner. Donc, dans l'image qui suit, vous voyez donc
le modèle écologique tel que présenté par Bronfenbrenner. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend, les textes ont été résumés, les facteurs de risque et de protection ont été identifiés, et on va classer ces facteurs de risque et de protection en fonction de ces différents niveaux systémiques proposés par Bronfenbrenner. Une fois qu'on a construit cette carte, on fait donc une première image, des premières représentations de la carte conceptuelle. Généralement, la première étape, c'est qu'on va proposer cette carte conceptuelle-là à des chercheurs spécialisés dans le domaine du problème ciblé. Et on demande aux chercheurs est-ce que ça correspond à la connaissance que vous avez du problème. Et sur la base des échanges qu'on a avec eux, souvent, ils vont nous suggérer peut-être des lectures complémentaires. Ils vont nous porter un regard critique aussi sur les articles qu'on a pu peut-être retenir. Et ils vont nous faire une certaine proposition concernant la manière peut-être de représenter la connaissance qu'on a pu recenser. Donc ça, c'est la première étape. Donc on demande l'avis à ces spécialistes-là de est-ce que c'est correct l'information qu'on a pu recueillir dans la littérature. Une fois que les chercheurs ont porté leur regard sur la carte conceptuelle construite, on fait nos corrections et on présente ensuite la carte conceptuelle à des intervenants sociaux qui doivent œuvrer auprès des clientèles ciblées. Et les intervenants sociaux vont regarder la carte, mais en fonction du type de travail qu'ils font et en fonction des étapes qu'ils doivent suivre, eux, pour évaluer une situation clinique. Et donc, ils vont nous faire des recommandations sur la manière d'organiser la carte conceptuelle pour qu'elle représente le plus près possible la réalité et les contraintes dans lesquelles ils doivent travailler et les étapes qu'ils doivent suivre pour faire l'évaluation d'une situation clinique. La dernière étape, ensuite, consiste à présenter cette carte conceptuelle-là à des conseillers pédagogiques en milieu universitaire qui, eux, nous corrigent un peu sur notre approche, je dirais, pédagogique pour rendre la carte conceptuelle la plus conviviale possible pour les intervenants et aussi une carte qui va, la manière de construire une carte qui va être la plus favorable pour soutenir l'apprentissage des intervenants concernant cette problématique-là. Alors voilà donc les principales étapes qu'on a franchies lorsqu'on a construit la carte conceptuelle de l'abus sexuel intrafamilial. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important de souligner la contribution d'un certain nombre de personnes qui ont contribué directement à la construction de cette carte-là. Donc, il y a Gervais Guérin, qui a été anciennement l'adjoint de la DPJ. Il y a Paul Langlois, qui est APPR. Il y a Annick Saint-Amand, qui est chercheur à l'Université du Québec à Trois-Rivières et spécialisée dans le domaine des abus sexuels chez les enfants. Il y a Geneviève Lamonde, qui est une APPR. Et il y a Hélène Groslot, travailleuse sociale, qui nous a beaucoup soutenus dans je dirais, la correction des cartes conceptuelles. Alors, peut-être une chose aussi, avant de commencer, c'est que là, ici, vous avez la première page de cette carte conceptuelle-là. Alors, essentiellement, il faut souligner que les couleurs qui sont associées aux variables documentées sont des couleurs qui représentent les différents niveaux systémiques proposés par Bronfenbrenner. Donc ici, dans la couleur jaune, vous avez les vulnérabilités de l'enfant. Bien, dans le modèle de Bronfenbrenner, ici, on parle de l'ontosystème. Et tout ce qui concerne l'enfant va être représenté graphiquement en utilisant la couleur jaune. La couleur orange, ici, ça représente les vulnérabilités ou le contexte environnemental de l'enfant. Mais tout ce qui concerne le contexte environnemental de l'enfant sera présenté en orange. Et ce que vous avez en bleu ici, c'est l'histoire développementale du parent abuseur et l'histoire développementale ici de l'enfant qui a subi un abus sexuel. Alors, donc, les couleurs sont en fonction des différents niveaux systémiques. Bien sûr que quand on travaille dans une situation comme un signalement pour abus sexuel intrafamilial, c'est une situation qui est certainement extrêmement délicate pour les intervenants. Ça demande quand même pas mal de doigté.
Pour évaluer les situations d'abus sexuels, ça demande beaucoup de prudence. Il faut être sûr que ce que je vais retenir comme information soit la bonne information. Et dans ce sens-là, ça demande donc une très, très grande rigueur dans l'évaluation des situations. Puisque la décision que l'intervenant va prendre à la fin de son processus d'évaluation, bien, ça va avoir des conséquences souvent assez importantes pour l'enfant et pour sa famille éventuellement. Donc, pour moi, l'évaluation d'une situation d'abus sexuel intrafamilial, ça demande un processus d'évaluation extrêmement systématique, extrêmement rigoureux. Une chose importante, la littérature dans le domaine de l'abus sexuel intrafamilial, c'est sûr, porte sur un nombre important de variables, de facteurs de risque, facteurs de protection associés à la problématique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les facteurs de risque et les facteurs de protection qui ont été retenus, qui ont été évalués et qui ont été identifiés dans la littérature scientifique, bien, ce ne sont pas des facteurs de risque spécifiquement reliés à l'abus sexuel. Parfois, on pourrait retrouver le même facteur de risque dans une autre problématique. Donc, il faut savoir que les facteurs de risque qui sont présentés dans la carte ne sont pas nécessairement toujours spécifiquement reliés à une situation d'abus sexuel intrafamilial. L'autre chose importante à savoir, c'est que, vous allez voir, il y a une quantité importante de dimensions, de facteurs de risque qui sont identifiés dans la littérature. Il faut savoir qu'il n'existe pas d'écrits scientifiques, en tout cas de recension des écrits, qui permettent d'établir le poids relatif de ces variables. On ne sait pas quelle variable a le plus de poids qu'une autre. Bien sûr, le fait d'avoir un abuseur à l'intérieur de la famille, c'est sûr que c'est un facteur qui a un poids important dans l'explication du phénomène, mais les autres variables, on ne peut pas savoir quel est leur poids relatif. Et je dirais que c'est probablement très, très différent d'une situation clinique à une autre. Quand vous utilisez la carte pour évaluer une situation d'abus sexuel intrafamilial, nous, on suggère que vous ayez une approche extrêmement systématique de l'utilisation de cette carte-là pour s'assurer que l'intervenant reste cohérent à travers son évaluation et qu'il ne néglige pas certaines dimensions qui peuvent être importantes dans l'explication du phénomène. La présentation vise à vous montrer comment a été construite cette carte-là, quel est le contenu de la carte conceptuelle en abus sexuel. Et vous constaterez donc que cette carte conceptuelle-là en abus sexuel comprend 7 images différentes en fonction de questions différentes qui sont posées à l'intervenant pour documenter sa situation clinique. Alors, avant de commencer à présenter la carte conceptuelle sur l'abus sexuel, je veux simplement souligner le fait que la littérature qu'on a gardée pour construire cette carte conceptuelle-là porte uniquement sur la littérature concernant l'adulte abuseur dans la famille et non l'adolescent abuseur dans la famille. Ce serait une autre recension des écrits s'il fallait porter notre attention sur l'adolescent. Alors, c'est important de tenir compte de cette réalité-là. La première carte que vous avez à l'écran, c'est la carte qui vise à documenter le processus même de l'abus sexuel intrafamilial. Alors, donc, dans cette carte conceptuelle-là, quelles sont les caractéristiques de l'adulte abuseur? Vous avez donc toute une série de caractéristiques qui ont été recensées dans la littérature. C'est sûr qu'un abuseur ne présente pas toutes ces caractéristiques-là, mais voilà toutes les questions qu'un intervenant social devrait éventuellement envisager lorsqu'il rencontre un abuseur ou lorsqu'il tente de documenter les caractéristiques d'un abuseur. Voilà, c'est l'ensemble des questions qu'il devrait éventuellement documenter. Donc, est-ce que cette personne-là a été impliquée dans des crimes non sexuels? Est-ce qu'il y a eu des relations, est-ce que cette personne-là a des relations difficiles avec d'autres adultes? Est-ce que la personne a une faible estime d'elle-même, des problèmes sexuels, des attitudes sexistes et méprisantes à l'égard des femmes, une utilisation de matériel pornographique, des comportements agressifs dominateurs dans les relations interpersonnelles, une consommation de drogue et d'alcool? Est-ce que la personne a un trouble de personnalité et est-ce que la personne aurait un trouble de l'humeur? Ce sont donc des questions qui pourraient être posées à la personne
accusé d'abus sexuels intrafamiliales. Et vous avez ici en bleu l'ensemble des éléments qu'on pourrait questionner sur l'histoire développementale de cette personne-là. Est-ce que d'où vient cette personne-là? Dans quel type de famille elle a vécu? Est-ce que la famille, sa famille d'origine, est-ce que c'est une famille caractérisée par un pauvre fonctionnement, un fonctionnement chaotique ou abusif? Est-ce que la personne a été victime de maltraitance au cours de son enfance? Est-ce qu'elle a vécu de l'abandon parental au cours de son enfance? Est-ce qu'elle a été exposée à des relations parentales conflictuelles au cours de l'enfance? Et est-ce qu'elle a été aussi victime d'abus physiques ou d'abus sexuels au cours de son enfance? Donc, ce sont des dimensions qui, bien sûr, vont influencer aujourd'hui les caractéristiques personnelles de cette personne-là. Donc, c'est très important de bien documenter ces différents aspects de l'histoire développementale de la personne. Deuxième chose qu'on devrait éventuellement envisager, c'est, oui, l'enfant qui est considéré comme l'enfant abusé dans la situation, on devrait documenter les caractéristiques qui apparaissent comme étant les plus fortement associées à la question de l'abus sexuel intrafamilial. Donc, les caractéristiques qui sont reconnues pour être les caractéristiques des enfants qui sont reconnus pour être les plus vulnérables dans la famille, ce sont des enfants donc qui peuvent éventuellement présenter un déficit intellectuel. Bien sûr, d'être une fille augmente beaucoup la probabilité d'être abusé sexuellement. Le fait que l'enfant vive de l'isolement social, que l'enfant vive des carences affectives, que l'enfant a besoin d'un grand besoin d'attention, ce qui fait qu'il va être plus vulnérable, qu'il présente un handicap physique et qu'il présente éventuellement des problèmes de comportement intériorisés ou extériorisés. Donc, ce sont des caractéristiques d'enfants plus susceptibles, plus à risque d'être abusés dans leur famille. Et ces enfants-là ont aussi, dans leur histoire personnelle, certains facteurs, certains éléments de leur histoire développementale qui augmentent la vulnérabilité des enfants. Donc, est-ce que l'enfant a déjà été antérieurement victime d'abus sexuels, d'abus physiques, d'abus psychologiques par le passé? Ça augmenterait la vulnérabilité de l'enfant. Est-ce que l'enfant a été exposé de la violence conjugale? Et est-ce que le jeune a été victime de négligence par le passé? Donc, ici, on a les caractéristiques de l'enfant et les caractéristiques de l'abuseur qu'on devrait éventuellement documenter lors de notre évaluation. Ici, au centre de la carte, vous avez le processus de l'abus sexuel comme tel. Alors, quelles sont les étapes que l'abuseur va franchir pour arriver à poser son geste à l'égard de l'enfant? Alors donc, ce modèle-là, le modèle, c'est un modèle proposé par Frank Keller, un auteur important dans le domaine de l'abus sexuel. Et selon cet auteur, donc d'abord, il faut qu'il y ait une motivation de l'abuseur. Alors, la motivation va être en fait, je dirais, caractérisée par une congruence émotionnelle entre les besoins de l'abuseur et les caractéristiques du jeune. Il faut qu'il y ait un fit possible entre cet abuseur-là et l'enfant. Il faut que l'abuseur vive une certaine excitation sexuelle à l'égard de cet enfant-là. Et cet abuseur-là, généralement, est incapable de satisfaire ses besoins émotionnels ou sexuels dans le cadre d'une relation avec un adulte. Donc, il est plutôt inhabile dans ce domaine-là. Alors donc, on a ici des éléments qui vont amener l'abuseur éventuellement à approcher cet enfant-là. Qu'est-ce qui fait qu'il va poser un geste? Il va falloir nécessairement qu'il passe outre un certain nombre de ces inhibitions. Et quels sont les facteurs qui vont l'aider à passer outre ces inhibitions-là? On voit ici, si l'abuseur a une grande préoccupation d'ordre sexuel, s'il a des distorsions cognitives concernant le rapport qu'il peut avoir à l'égard des enfants, donc il va souvent se dire, bon, il va se sentir dans son droit éventuellement d'approcher l'enfant. C'est quelqu'un qui va parfois présenter des désordres affectifs, donc des difficultés à retrouver son bien-être, qui fait que ça l'amène éventuellement peut-être à davantage aller vers l'enfant. Et souvent, ça va être accompagné d'une consommation de drogue et d'alcool. Donc, on a ici des facteurs qui vont amener l'abuseur à mettre de côté certaines inhibitions pour éventuellement approcher l'enfant. Et lorsqu'il approche l'enfant, il va utiliser un certain nombre de stratégies. Alors, parmi les stratégies connues, il va commencer par désensibiliser l'enfant à la question de la sexualité.
il va éventuellement établir une relation de dépendance émotionnelle avec l'enfant. Il va en faire un privilégié pour lui. L'enfant va se sentir extrêmement important pour cet adulte-là. Il va aussi éventuellement renforcer cette relation-là par l'apport de cadeaux, de dons qu'il va faire à l'enfant. Et dans certains contextes, il va y avoir une certaine coercition physique ou psychologique à l'égard de l'enfant pour contenir l'enfant, forcer l'enfant à passer à l'action. Alors, dans cette situation-là où on a un abuseur qui approche progressivement un enfant par ses stratégies, et là, il y a la possibilité pour l'enfant soit de résister à l'approche et là, sortir de la situation. Et si l'enfant se sent vivre une certaine impuissance par rapport à la situation, donc il va effectivement laisser l'abus sexuel se réaliser avec une certaine impuissance. Alors, donc ici, ce que je viens d'illustrer, c'est voilà le processus par lequel un abuseur pourrait passer pour arriver à ses fins. Et la dernière étape dans l'évaluation, c'est bien sûr de documenter les caractéristiques de l'abus sexuel comme tel, la nature des gestes, la fréquence, la sévérité de l'abus, la durée de l'abus et la nature du lien entre l'enfant et l'abuseur. Alors, dans certaines situations de signalement, souvent les intervenants vont c'est sûr, d'abord, la première chose que je pense que les intervenants vont prendre en considération, c'est quels sont les faits, quelle sont la réalité des faits là, concernant cet abus-là. Parfois, il va y avoir un témoignage d'enfant relativement clair qui soutient qui va soutenir au fond la prise de décision de l'intervenant. Mais parfois, le témoignage de l'enfant n'est pas si clair que ça, ce qui fait que nous, ce qu'on dit, c'est pas parce que j'ai pas de témoignage clair qu'il faut que je mette de côté l'histoire de la possibilité d'un abus sexuel chez l'enfant. Et donc, le fait, même si j'ai pas de fait clair, l'intervenant a tout avantage à documenter ici l'ensemble de ces dimensions-là pour voir peut-être que j'ai pas d'abus sexuel formel, mais je suis peut-être dans un contexte où il y a risque d'abus sexuel compte tenu de l'ensemble de ces caractéristiques-là. Donc, même si je n'ai pas de faits réels, j'ai quand même un certain nombre de questions à poser pour voir si, effectivement, je n'ai pas un risque important d'abus sexuel dans la situation clinique. Donc, cette deuxième carte de la carte conceptuelle en abus sexuel intrafamilial vise à se questionner sur quels sont les facteurs qui ont pu contribuer à la cessation de l'abus, quels sont les facteurs qui ont pu contribuer à la continuité de l'abus. L'autre élément important qu'on va documenter dans cette carte-là, c'est voilà la liste de tous les symptômes pouvant être observés chez un enfant qui a subi un abus sexuel. Et on voit que tous ces symptômes-là ont été classés en fonction de l'âge des enfants. Il est important de noter ici que tous les symptômes ne sont pas nécessairement des symptômes directement reliés à l'abus sexuel, mais ce sont des symptômes qu'on a observés comme étant associés possiblement à l'abus sexuel. Alors donc, c'est extrêmement intéressant de connaître les symptômes possibles de l'abus sexuel, puisque si je n'ai pas nécessairement des faits concernant les gestes, je pourrais avoir un certain nombre d'éléments concernant l'abuseur, je pourrais avoir un enfant qui est à risque d'abus sexuel et je pourrais avoir aussi dans mon évaluation noté toute une série de symptômes chez l'enfant qui m'amèneraient à penser qu'éventuellement cet enfant-là a peut-être été abusé ou peut-être été mis en compte dans une situation sexuelle inappropriée pour son âge. Donc, éventuellement, de bien connaître ces symptômes-là nous aide éventuellement à mieux assurer notre jugement lorsque viendra le temps de prendre une décision concernant la situation de l'enfant. Et au milieu de cette carte conceptuelle-là, vous avez les facteurs qui vont soit accentuer l'impact de l'abus sexuel sur l'adaptation de l'enfant, donc on appelle ça les facteurs aggravants, et il y a des facteurs qu'on appelle les facteurs de protection, qui vont minimiser, qui vont réduire l'impact de l'abus sexuel sur l'adaptation de l'enfant. Alors, si on prend en ordre maintenant les différentes facettes, quels sont les facteurs qui vont contribuer à la cessation de l'abus sexuel? Alors, le fait que l'abuseur a peur d'être repéré pourrait l'amener à
peut-être arrêter ce geste. Si le jeune est explicitement rejetant à l'égard de l'abuseur, ça pourrait être aussi un facteur. Le fait qu'on retire l'enfant de la famille, c'est un facteur aussi. Et le fait que la peur que l'enfant dénonce l'abuseur à quelqu'un d'autre pourraient être des facteurs qui contribueraient à la cessation. Et les facteurs qui contribueraient à la continuité, c'est l'abuseur qui a le sentiment d'avoir le droit de ce qu'il fait, ces distorsions cognitives qui l'amènent à penser que les gestes qu'il pose à l'égard de l'enfant sont corrects, sont recevables, et le fait qu'il interprète mal les indices amené par l'enfant pour y montrer, que l'enfant montre en fait sa détresse et que l'abuseur interprète mal ces indices-là de l'enfant. Alors maintenant, quand on regarde quels sont les facteurs qui peuvent accentuer l'impact de l'abus sexuel sur l'adaptation de l'enfant. Donc, on a un certain nombre de vulnérabilités de l'enfant qui peuvent contribuer à accentuer l'impact de cet abus-là. Donc, le fait de percevoir l'abus comme une menace, le fait d'utiliser des stratégies d'évitement pour essayer de tenter de ne plus penser à la situation, le fait que l'enfant a un style d'attachement désorganisé et le fait que l'enfant se sente honteux et qu'il s'approprie le blâme de l'abus, seraient des facteurs qui accentueraient la question, l'impact de l'abus sur l'adaptation de l'enfant. D'autres facteurs aggravants, c'est le fait que l'agression soit fréquente et d'une durée prolongée et que l'agression soit causée par un membre de la famille. Ce sont des facteurs aggravants sur l'adaptation personnelle de l'enfant. Ensuite, quand on regarde de plus près les facteurs qu'on appelle les facteurs de protection, qui pourraient atténuer l'impact de l'abus sexuel sur l'adaptation de l'enfant, on a un certain nombre de ressources familiales ou environnementales auxquelles le jeune peut avoir accès. Donc, le fait d'avoir du soutien de ses pairs, du soutien de la fratrie, le fait d'avoir une bonne relation d'attachement à l'égard du parent non abuseur, le fait d'être dans une famille qui a un fonctionnement favorable et surtout le fait de recevoir du soutien du parent non abuseur, ce sont donc des facteurs de protection qui vont atténuer l'impact de l'abus sexuel pour l'enfant. Et concernant l'enfant, a aussi ses propres ressources personnelles. Donc, si l'enfant va chercher du soutien à l'extérieur, donc vers d'autres personnes, s'il utilise de bonnes stratégies de résolution de problèmes et si le jeune ne se perçoit pas comme responsable de l'abus, ce sont des éléments qui vont atténuer l'impact de l'abus sexuel sur l'enfant. La troisième carte conceptuelle vise à représenter les caractéristiques d'environnement familial et social de l'enfant qui seraient associées à la présence d'un abus sexuel intrafamilial. Alors ici, on a toute une série de variables ou de facteurs de risque associés à la famille. Il y a aussi un certain nombre de facteurs de risque relatifs à la relation conjugale des parents. Il y a un certain nombre de caractéristiques concernant le parent non abuseur. Il va y avoir aussi certaines dimensions concernant la qualité des soins face aux jeunes. Il y a bien sûr des facteurs environnementaux, donc les conditions favorables au plan des conditions économiques et sociales. Et il y a toute la question des valeurs sociales machistes qui peuvent jouer dans le fonctionnement familial. Et bien sûr que la présence de ces facteurs de risque familiaux associés à la présence d'un abuseur sexuel dans la famille augmente bien sûr fortement la probabilité qu'on ait un abus sexuel dans la famille. Alors, quand on regarde de plus près les vulnérabilités familiales, on voit donc un certain nombre de facteurs de risque. Donc, la promiscuité dans la famille, un des parents est absent, le divorce ou une séparation récente, l'instabilité familiale, la violence intrafamiliale, les conflits entre les membres de la famille, les conduites criminelles dans la famille, la présence d'un beau-père et la présence de multiples conjoints sont des facteurs qu'on pourrait observer dans une famille et ce sont des facteurs qu'on reconnaît comme étant associés à la présence d'un abus sexuel intrafamilial. Dans les relations conjugales, on observe donc des relations conjugales conflictuelles qui sont caractérisées par une insatisfaction sexuelle, une violence conjugale et une insatisfaction conjugale.
Concernant maintenant le parent non abuseur, il y a un certain nombre de caractéristiques possibles chez ce parent non abuseur-là. Donc, il y a la présence d'un trouble mental, il y a la faible scolarité du parent, un faible sentiment de compétence parentale chez ce parent-là, la détresse psychologique et la consommation d'alcool ou de drogue. Chez ce parent-là, on reconnaît aussi un certain nombre d'éléments dans son histoire développementale qui augmenteraient sa vulnérabilité personnelle, et ce sont des éléments qui seraient associés à la question de l'abus sexuel intrafamilial. Donc, comme chez le parent abuseur, le fait d'avoir vécu dans une famille ayant un fonctionnement chaotique ou abusif, d'avoir une histoire de maltraitance, d'avoir été abandonné, d'avoir été exposé à des relations conflictuelles au cours de l'enfance ou d'avoir été abusé physiquement ou sexuellement au cours de l'enfance, donc, bien sûr, contribue à la vulnérabilité personnelle du parent, et ce seraient des éléments historiques, développementaux, qui seraient associés à la possibilité d'un abus sexuel intrafamilial. Il y a bien sûr un certain nombre d'éléments concernant la qualité des soins qui sont donnés par les parents à l'égard de l'enfant. Donc, si l'enfant est confronté à de l'abus physique, à une relation parent-enfant difficile, à une supervision parentale inadéquate, à de la négligence, il y a une faible qualité du soutien émotif du parent. Donc, ce sont donc toutes des conditions défavorables pour l'enfant qui augmentent la probabilité d'abus sexuels dans la famille. Donc, d'autres éléments vont venir influencer le fonctionnement de la famille, notamment le fait que dans la famille, on a des valeurs sociales machistes. Donc, dans la famille, donc, qui contribuerait d'une certaine façon à la domination de l'adulte abuseur dans la famille. Donc, le fait que la personne ait une hostilité à l'égard des femmes, qu'il y a une certaine normalisation de la criminalité, des normes patriarcales rigides, une normalisation de la violence et des attitudes et des comportements sexistes dans la famille, seraient donc des valeurs qu'on retrouverait ou qui seraient associées à un certain fonctionnement familial qui lui-même est associé à la possibilité d'un abus sexuel intrafamilial. Et on a enfin un certain nombre de conditions environnementales qui contribueraient à augmenter la vulnérabilité de la famille. Donc, les conditions défavorables comme la pauvreté, le fait de bénéficier d'aide sociale, des problèmes économiques et un faible soutien social seraient des facteurs qui sont parfois associés à la situation de l'abus sexuel intrafamilial. Et le fait d'appartenir à un sous-groupe, à un groupe ethnique minoritaire qui privilégie ce type de pratique-là à l'égard des enfants serait aussi un facteur de risque potentiel d'abus sexuel intrafamilial. La prochaine carte vise à identifier donc toute la question du dévoilement et du processus dévoilement et des conséquences du dévoilement sur l'adaptation de l'enfant. Alors, la première chose qu'on va donc documenter, c'est quels sont les éléments qui vont motiver l'enfant à dévoiler l'abus sexuel et quels sont les éléments qui vont faire en sorte que l'enfant va être réticent à dévoiler l'abus sexuel. Ce qu'on a au centre ici de la carte, ce sont les facteurs liés au dévoilement, au traitement du dévoilement, qui peuvent soutenir l'enfant, donc minimiser l'impact du dévoilement sur l'adaptation personnelle de l'enfant, et d'autres facteurs, ici en rouge, qui sont des facteurs qui peuvent contribuer à augmenter l'impact de l'abus sexuel sur l'adaptation de l'enfant. Alors, quelles sont d'abord les motivations de l'enfant à dévoiler l'abus sexuel? Donc, si l'enfant fréquente d'autres enfants qui ont révélé un abus sexuel, le fait de participer à un programme de prévention pourrait amener l'enfant à révéler, le fait d'avoir été enquêté par quelqu'un et le fait que l'enfant soit confronté à un stress accumulé, là, il n'en peut plus, là, ce qui fait qu'à un moment donné, il ne sera plus capable de garder le secret. Donc, ce seraient donc des éléments qui pourraient contribuer au dévoilement de l'abus sexuel. Et parmi les éléments qui sont associés à la réticence à dévoiler, c'est donc l'enfant qui a peur de trahir le secret, le peur de briser l'unité familiale, le fait aussi d'éprouver de l'affection à l'égard de l'adulte abuseur contribuerait éventuellement à faire en sorte que l'enfant serait réticent à dévoiler, la peur des réactions négatives des parents,
et la peur des représailles de la part de l'abuseur sexuel seraient des éléments qui amèneraient l'enfant à éviter de dévoiler l'abus sexuel. Une fois que l'abus sexuel a été dévoilé ou connu par les intervenants sociaux, alors il y a un certain nombre de facteurs de protection dans le processus d'enquête qui vont minimiser l'impact du dévoilement sur l'adaptation personnelle de l'enfant. Alors le fait que l'enfant reçoive du soutien du parent non abuseur, le fait d'avoir un nombre limité d'interrogatoires concernant l'abus sexuel, la qualité de l'investigation et le fait que les procédures judiciaires soient protectrices pour le jeune, ce seraient des éléments qui seraient favorables à l'adaptation de l'enfant. C'est comme si l'enfant se sentirait soutenu dans le processus de dévoilement et ça aurait un impact de réduire un peu les conséquences de l'abus sexuel sur l'enfant. Par ailleurs, si l'enfant donc est confronté au fait que le parent non abuseur ne croit pas ce que l'enfant a dévoilé, si l'enfant est confronté à une série de témoignages et d'interrogatoires répétés, si les interrogatoires sont conduits de façon maladroite et si les procédures judiciaires sont très longues et difficiles pour l'enfant, ce sont donc des éléments qui vont avoir un impact négatif et qui vont contribuer soit au maintien, soit à l'accentuation des conséquences de l'abus sexuel sur l'enfant. Donc, cette carte conceptuelle-là ici nous invite à être très attentifs et très prudents dans le traitement du dévoilement des abus sexuels à l'égard de l'enfant. L'étape 5 ici, donc ce tableau, est un tableau bilan de la situation de l'abus sexuel. Donc, c'est un bilan d'évaluation que l'intervenant social aurait pu faire de la situation. Ici, vous avez en vert tous les facteurs de protection sur lesquels l'enfant pourrait compter. Et vous avez en rouge tous les facteurs de risque qu'on vient de documenter auxquels l'enfant pourrait être confronté. Donc, essentiellement, ce tableau-là permet à l'intervenant de faire son bilan de la situation. Donc, il va faire son bilan concernant quelles sont les caractéristiques de l'abus sexuel. Il va identifier quelles sont les conséquences vécues par l'enfant suite à cet abus sexuel-là. Et il va ensuite entourer ou faire un X sur chacun des facteurs de protection ou les facteurs de risque qui ont été reconnus par l'intervenant lors de son évaluation. Donc, il va faire son bilan de l'ensemble de l'information colligée pour, à la fin, en arriver à prendre sa décision. Sur la base de cette réflexion-là, il va dire, j'ai un certain nombre de facteurs de risque, mais j'ai quand même aussi beaucoup de facteurs de protection, ce qui pourrait amener l'intervenant à décider de ne pas retenir le signalement, mais de référer l'enfant à des soins appropriés pour lui. Et dans une autre situation, s'il y a beaucoup de facteurs de risque, très peu de facteurs de protection, peut-être que ça pourrait amener l'intervenant à dire, la situation est trop délicate ou trop défavorable pour l'enfant, alors à ce moment-là, il risque de retenir le signalement. Donc, c'est vraiment ici une carte qui sert à l'intervenant à faire son bilan, à porter son jugement sur la situation clinique qu'il a évaluée. La dernière carte conceptuelle vise, au fond, à soutenir l'intervenant dans la planification de son intervention. Ce que vous avez dans cette carte conceptuelle-là, ici, dans le carré blanc, c'est que vous avez l'ensemble des recommandations concernant le traitement des abus sexuels intrafamiliaux. Donc, il y a des recommandations qui concernent les étapes de l'intervention, il y en a d'autres qui concernent les stratégies d'intervention, d'autres qui concernent les sites d'intervention à privilégier et d'autres qui concernent le parent abuseur dans la situation clinique. Alors, je ne lirai pas l'ensemble de ces informations-là. Essentiellement, ce sont donc des recommandations qui sont tirées de la littérature. Donc, voilà ce que les auteurs nous disent. Mais quand vous faites un traitement d'abus sexuel intrafamilial, voilà les choses sur lesquelles vous devriez porter votre attention. Dans le tableau à droite de l'écran, ce qu'on a essentiellement ici, c'est l'ensemble des stratégies d'intervention qui pourraient être appliquées auprès de l'enfant, auprès du parent non abuseur, auprès de la famille et éventuellement le soutien qui pourrait être apporté à la famille sur le plan des ressources sociales et économiques pour la famille. Donc ici, vous avez, pour l'enfant, vous avez toute une série de ce qu'on appelle les interventions reconnues comme probantes
pour aider les enfants qui ont été abusés sexuellement. Et pour chacune des interventions, bien, si on prend ici l'exemple de l'intervention de groupe, bien, l'intervention de groupe a pour but de réduire les comportements sexuels inappropriés, les troubles extériorisés, les comportements intériorisés, soutenir le développement de l'estime de soi, réduire les sentiments de stigmatisation et d'isolement de l'enfant, développer un soutien social, favoriser la normalisation des comportements du jeune et améliorer les stratégies adaptatives. Donc, si l'objectif de l'intervention, c'est d'atteindre ces différents objectifs-là, bien sûr que l'intervenant pourrait dire, l'intervention de groupe pourrait être recommandée dans la situation en question. Si l'objectif, c'est plutôt de réduire les comportements sexuels inappropriés, d'explorer le trauma dans des conditions sécurisantes, de réduire les troubles extériorisés, les comportements intériorisés et les symptômes de stress post-traumatique et de dissociation associés à l'abus, à ce moment-là, l'approche cognitivo-comportementale pourrait être recommandée. Donc, essentiellement, ce que ça montre ici, c'est en fonction des objectifs qu'on a à l'égard de l'enfant, il y a un certain nombre de stratégies d'intervention qui sont reconnues pour être des stratégies favorables, probantes pour l'enfant. On a la même chose, on a aussi des interventions qui s'adressent aux parents non abuseurs, donc l'intervention psychoéducative, l'approche cognitivo-comportementale, la thérapie de soutien pour sa propre victimisation du parent s'il y a lieu, et il y a l'intervention de groupe auprès des parents qui sont aussi des éléments recommandés en fonction d'objectifs qu'on vise. Il y a un certain nombre de recommandations concernant aussi l'intervention auprès de la famille. Il y a l'entretien par enfant et l'intervention par le jeu entre le parent et l'enfant seront des éléments aussi recommandés, mais tout dépendant aussi des objectifs qu'on va atteindre par ces stratégies d'intervention-là. Et éventuellement, sur le plan des ressources, il y a un certain nombre d'éléments qu'on doit prendre en considération pour soutenir cette famille-là dans son insertion dans la communauté et éventuellement sortir la famille de l'isolement et peut-être soutenir la famille dans la recherche de ressources économiques favorables pour elle. Alors voilà donc l'ensemble des images qui composent la carte conceptuelle en abus sexuel intrafamilial. Donc, idéalement, l'intervenant devrait suivre, je dirais, les différentes étapes. La carte a vraiment été construite en fonction d'un processus clinique rigoureux, systématique. Et idéalement, quand on fait l'évaluation de la situation, on devrait suivre un peu ces différentes étapes-là. Quand on en discute avec notre reviseur, ça devrait être aussi les différentes étapes qu'on devrait franchir lors de la discussion pour en arriver finalement à une prise de décision concernant si on retient ou non le signalement et si oui, quelles sont les interventions à proposer dans la situation. Alors qu'il s'agit essentiellement d'une approche systématique de cette évaluation-là. Donc, en espérant que ces informations sont utiles et assez claires pour vous, alors bonne utilisation de cette carte.